Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. De passage à Paris, Dr Gervais Boga Sako, activiste ivoirien qui vit en exil en Italie, a voulu réagir sur certains sujets du moment. Et le sujet du moment, c'est quoi? C'est l'actualité. L'actualité, c'est la situation en Libye et le sommet de l'Union africaine et l'Union européenne, je vais dire cela comme ça, on va essayer de dire ça comme ça, qui vient se terminer du côté d'Abidjan, donc dans son pays. Il ne pouvait donc ne pas réagir à cela. Bonjour docteur Gervais Sako. Bonjour cher ami, bonjour Jackie. Comment ça va? Ben, Dieu merci, ça va. Bon retour sur JMTV+. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir. Et puis j'apprécie beaucoup cette chaîne. Je salue tous les téléspectateurs. Et puis je dis beaucoup de succès à cette chaîne-là parce que l'Afrique en a besoin. Ben, j'espère bien que l'Afrique comprendra qu'elle en a besoin. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout n'est pas de le dire. Et tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons assisté au déplacement d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République française. D'accord. Son premier voyage en Afrique. Il s'est d'abord arrêté à Ouagadougou, pays fort en symbole, pays où quelqu'un prôna la révolution il y a 30 ans et fut rapidement poussé vers la tombe. Tout à fait. Pays d'où parti, selon Robert Bourgil, au printemps africain, il y a 3 ans, avec la mise à la porte de Blaise Compaoré. Tout à fait. Et qu'est-ce que cela évoque pour vous, ce premier arrêt d'Emmanuel Macron à Ouagadougou plutôt qu'ailleurs? D'abord, merci de me recevoir donc, sur ce plateau. Je pense que quelque part, en tant qu'Africain, je me sens burkinabé et fier. Parce que c'est que quelque part, l'Occident, les Occidentaux ont compris que les Africains peuvent prendre leur destin en main. Parce que, souvenons-nous, ce qui s'est passé en 2014 au Burkina Faso, ça a été voulu par les Burkinabés eux-mêmes. Ça a été voulu donc par les Africains eux-mêmes. Et pour nous, Africains, le Burkina a donné une grande leçon. Une grande leçon de révolution. Aujourd'hui, on est dans un monde moderne où les Occidentaux veulent toujours tout piper. Hein. On se rappelle ce qu'on appelle la révolution arabe, etc. Ils veulent toujours être derrière. Où Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, voulait envoyer son armée à Ben Ali pour mater les Tunisiens. Exactement. Donc, quelque part, c'est-à-dire que même quand les peuples africains veulent prendre leur destin en main, les Occidentaux sont toujours là, comme si ils veulent dire au monde que c'est eux qui nous manipulent. Quelque part, les Burkinabés ont dit, ça suffit. Ils ont pris leurs responsabilités. Et souvenez-vous, à l'époque, le président François Hollande, qui était en déplacement au Québec, je crois, il a même fait une déclaration pour dire, oui, on avait même demandé à Blaise Compaoré de partir. Je lui ai écrit, c'est faux. Simplement parce que les Burkinabés ont réussi leur révolution et quelque part, ils veulent se l'approprier. Ce qu'ils ont eu à faire, c'était simplement de trouver un hélicoptère à Blaise Compaoré pour l'exfiltrer. Donc, je voulais saluer les Burkinabés. Quelque part, les Occidentaux ont dû constater les faits et assumer que les Africains ont pris leur destin en main. Mais en même temps, je voulais pouvoir dire, Jackie, que M. Macron ne choisit pas d'aller au Burkina Faso par hasard. Pourquoi quelque part, il y va parce qu'il veut répondre à ce grand mouvement panafricaniste qui se rébelle contre le franc CFA, qui profite en même temps pour critiquer l'esclavage qui sévit en Libye. Donc Macron choisit le Burkina, mais en même temps, il veut donner une réponse à tous les panafricanistes, à Claudicia, à comment dirais-je, Kémy Séba, à tous ces intellectuels qui commencent à critiquer la France-Afrique, etc. Donc, il prend... Lesquels intellectuels, je vais leur faire pousser un coup de gueule ici, là. Il est facile d'aller sur le plateau de télévision faire le charlot, alors qu'on est incapable de passer un coup de téléphone à un frère qui est directement concerné par l'esclavage en Libye. Donc arrêtez de profiter des situations pour vous mettre à l'avant. Voilà. Tout à fait. Ah, donc Macron choisit cette tribune-là, et puis il choisit une université, alors qu'on connaît très bien les activistes burkinabés, le ballet citoyen, on connaît tous les leaders, c'est pas compliqué. Si un président français veut écouter la jeunesse africaine révolutionnaire ou en mouvement, il dit je vais au Burkina Faso, mais dans ce cas-là, choisissons quels sont ceux qui étaient à la tête du mouvement révolutionnaire du Burkina Faso, et puis on les convie à une bonne réunion. Un peu comme il a fait en allant à Waipoul, ici à Amiens, je crois, pour rencontrer les syndicalistes. Exactement. Mais en Afrique, il est incapable. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un amphithéâtre, une université, et puis tous ceux qui vont passer pour le rencontrer sont triés sur le volet, bien choisis. Non, ça c'est pas... Je pense que c'est quelque part même ridicule. Et en même temps,
qu'est-ce qu'il a fait? Le comble, c'est qu'il profite de cette tribune-là pour humilier un président africain. Bon, je ne suis pas ici pour défendre les présidents africains parce que c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux d'abandonner leur peuple et de faire confiance à un président, fut-il français. Mais là, ça pose le problème de la légitimité de ces chefs d'État là. Mais bon, c'est pas. Oui, quelque part. Donc il a dit, oh là là, écoutez, moi, je suis pas là pour réparer votre électricité. Votre président est là, le président humilié quelque part sort de la salle. Bon ben, écoutez ça. Moi, je pense que c'est fouetter leur orgueil. Maintenant, s'ils en ont de l'orgueil, peut-être qu'ils vont quelque part réagir autrement. Bon, peut-être ils vont réagir. Bon, quelque chose m'a frappé et a frappé le monde entier. Tout à fait. Lors de cette visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, pour la toute première fois de ma vie, de la vôtre aussi, de celle des téléspectateurs, bien sûr, nous avons vu dans la rue une contestation de la visite d'un chef d'État français, alors qu'à l'époque, c'est tout le monde, les universités, les écoles, jusqu'aux classes maternelles se mettaient dans la rue pour l'acclamer, mais cette fois-ci, il y avait plutôt contestation. Oui, mais justement, parce que la contestation, mais c'est pourquoi le peuple burkinabé n'arrêtera pas de nous séduire. En tout cas, s'il continue sur cette lancée, peut-être que ça va être le symbole d'une Afrique des Lumières, d'une Afrique d'éveil, des consciences de notre époque. Parce qu'il y a les mêmes jeunesses qu'il y a au Burkina Faso, il y en a un peu partout. C'est pour ça que quelque part, Sankara a produit quelque chose de fort pour notre continent. Et quelque part aussi, regardez ce qui se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est en train de produire aussi quelque chose de fort. Pour ceux qui regardent l'évolution de la démocratie dans notre pays et même dans la sous-région. Donc quelque part, je salue encore les Burkinabés. Parce que ce qu'ils ont montré, ça veut dire que quelque part, le président français n'arrive plus sur un territoire acquis. Parce que même le président Mac Kaboré, je suis désolé, mais comment fermer les écoles parce qu'un président français arrive chez nous? Mais pourquoi interdire l'enseignement? Parce qu'un président français... Mais écoutez, vous pouvez recevoir votre président français là, quelque part dans votre salon, le jour où M. Kaboré arrive en France, est-ce qu'on est même au courant? Mais qui l'a même reçu ici en France? C'est l'ambassadeur de France au Burkina Faso qui l'a accueilli ici. Qui est parti du Burkina pour venir l'accueillir en France. Mais oui, tellement il a été humilié. C'est-à-dire que ce n'est même pas un membre du gouvernement qui va l'accueillir. Et lui, son homologue arrive, on ferme les écoles, on ferme les universités. Mais je pensais Marc Kaboré... Non, mais franchement, surtout qu'il est venu après la révolution, on s'est dit... Mais c'est-à-dire que le peuple est révolutionnaire, mais les dirigeants dorment. C'est triste. Est-ce quelque part, nous allons booster les dirigeants? C'est pour cela que nos dirigeants, qui sont encore les valets de l'Occident, de la métropole, là, ce sont les derniers. Les Ouattara et autres, là, c'est les derniers. Parce que regardez très bien, ce que nous sommes en train de germer aujourd'hui, d'ici 5 ans, 10 ans, les dirigeants africains de demain, ce sont ceux-là qui sont éveillés. On parlera d'égal à égal avec Macron. Excusez-moi, mais je suis un aîné à Macron. Je suis plus diplômé que lui. Donc vous comprenez quelque part que l'Afrique aussi, on peut s'assumer. Et quelque part aussi, en Afrique, il y a des fils de l'Afrique qui peuvent dire quand même, comment dire, il est président de la République, mais il est président de la République française. Il en a profité pour en remettre une couche sur le nombre d'enfants des femmes africaines, oui, sans qu'aucun chef d'État africain ne le prenne. À l'époque, la FIDOP, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, dont je suis le responsable, avait déjà réagi très vigoureusement. Parce que j'étais au sommet du G20 en Allemagne. Et à côté du sommet officiel, il y a eu un contre-sommet des altermondialistes, les sociétés civiles africaines, européennes et tout cela. Nous étions du côté de l'Afrique. J'étais avec la ministre Owoshi Clotilde de la Côte d'Ivoire, invitée donc par des compatriotes, des amis, et on avait manifesté. Et c'est à cette occasion-là qu'il avait commencé à dire non, l'Afrique, écoutez, on ne peut même pas aider l'Afrique, un continent où les gens font 8 enfants, 7 enfants et tout cela. C'est une insulte. C'est une insulte pour l'Africain que je suis. Ce n'est pas un président français de venir parler comme ça à la légère sur le fait que si nous sommes en retard, c'est parce que nous faisons 7 enfants, 8 enfants, etc. Mais cela veut dire quoi? Et quelque part, nos dirigeants n'ont pas pris là une gifle. On va lui dire que la Chine et l'Inde sont si en retard parce qu'ils ont fait beaucoup d'enfants. Mais oui, malheureusement, il ne peut pas dire des choses comme ça. Et justement, au Burkina, les étudiants l'ont relevé. Et il leur a dit en réponse que non, mais vous choisissez le mauvais exemple parce que en Chine, maintenant, là, c'est un enfant et tout cela. Mais, non, mais c'est pas un enfant. La politique du deuxième enfant a été... C'est récent. Donc, en fait, ce que les étudiants... Justement, ce que les étudiants ont voulu lui dire, c'est que ce n'est pas la question de la démographie qui est un frein. Au contraire, ça peut être un atout. Parce que la Chine aujourd'hui est un atout. Elle a les moyens. Aujourd'hui, c'est l'une des premières puissances économiques. Elle a même évincé les États-Unis dans les derniers chiffres qui sont pas. Donc, il ne faut pas dire à l'Afrique que parce qu'on fait trop d'enfants, on sera en retard. Non, l'Afrique est en retard parce qu'elle n'a pas de dirigeants
capable de relever l'Afrique. La vérité, c'est cela. L'Afrique est en retard parce qu'on a des dirigeants qui continuent d'appliquer les politiques économiques de l'Occident, sans tenir compte des réalités. Le jour où l'Afrique va être dirigée, les pays africains vont être dirigés par des gens qui ont une politique réelle et réaliste entre les richesses du pays et qui ne pillent pas les richesses du pays, qui ne donnent pas de la corruption et qui ne prennent pas les mallettes pour aller garantir leur poste pour 30 ans, 40 ans au pouvoir en envoyant les mallettes en Europe, en Occident pour se garantir leur fauteuil à vie, l'Afrique va être développée. Moi, j'en veux au premier président de mon pays, le président Houphouët-Boigny, qui a bâti notre nation. Je lui en veux parce qu'il avait les moyens de créer une assurance maladie. Parce que la Côte d'Ivoire était riche à cette époque-là. Rappelez-vous, où on était quand même, on parlait de boom économique à l'époque d'Houphouët-Boigny. Et on a construit la plus grande basilique du monde entier dans notre pays. Vous en aviez besoin? Mais pour faire quoi? Moi, alors même si on est chrétien, ça ne c'est pas une raison. Les gens ne se soignent pas, ils ne se nourrissent pas, et on a la plus grande basilique du monde. Ils vont prier, ça va les soigner. Hein? Donc bref, je veux dire par là que l'Afrique est en retard parce qu'elle n'a pas encore eu des dirigeants. Si on parle aujourd'hui de Thomas Sankara, mais c'est parce que ce jeune homme-là, ce monsieur-là, il était capable, il avait une vision pour le continent. Même Kadhafi, qu'on le veuille ou pas, il avait une vision aussi pour le continent. Voilà des gens qu'on nous enlève, et les autres là, ils viennent là pour garantir leur poste, ils font du suivisme. Aujourd'hui, vous savez que le seul président africain, ils sont un ou deux que je peux me permettre de citer, même si le deuxième, il n'a pas un passé reluisant. Je vais parler du président tchadien, Idriss Déby, qui a été quand même avec Hissène Habré un tortionnaire pour son peuple. Mais aujourd'hui, il est quand même un panafricaniste parce qu'il dit je sors du franc CFA. Et puis quand on écoute aujourd'hui ce qui se passe en Libye, il est l'un des rares présidents à dire aux Occidentaux que c'est vous qui êtes responsables. On va y arriver, Justement. Et puis le deuxième, c'est le second point. Tout à fait. Et le deuxième quand même, c'est quand même le président de la Guinée, Alpha Condé, qui quand même dit des choses telles que nous les pensons, même si dans son propre pays, la démocratie est encore en mal, hélas. Très bien. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui Dr Gervais Boga-Sako, qui est homme politique ou activiste, tout dépend du côté où on se trouve pour le juger, et surtout leader d'un mouvement des droits de l'homme. Tout à fait, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Tout à fait. Nous allons maintenant aborder le second point de cet entretien qui concerne la situation d'esclavage de l'homme noir en Libye. Pour vous, lorsque vous voyez ces jeunes gens forts, en bonne santé, qui s'enfuient, qui quittent leur pays, bon gré mal gré, essayant de rejoindre l'Occident et se retrouvent esclaves en Libye, qu'est-ce que cela vous évoque? Je suis choqué. Choqué et outré et blessé en tant qu'être humain, simplement déjà. En tant qu'être humain, parce que ça fait partie de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. L'esclavage a existé par les Arabes, ensuite par les Occidentaux. Mais l'humanité s'est montrée grande en mettant fin à ces barbaries-là. Parce que nous avons évolué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chemin faisant, quand il y a eu le siècle des Lumières, c'est vrai que l'histoire, c'est vrai qu'elle peut être française, mais il y a un patrimoine humain qui fait qu'à un moment donné, les barbaries anciennes, on les interrompt et on pense l'avenir. Le monde a évolué parce que l'esclavage a pris fin. Officiellement. Oui, mais en réalité, on le constate aujourd'hui, ça existe. Ça a toujours existé. Déjà en Afrique, on avait, dans la plupart des pays, il y avait la Mauritanie, qui était un point sombre. Le Soudan. Exactement, un point sombre. Le Maroc. Exactement. L'Algérie. Tout à fait. La Tunisie. Bref, tout le Maghreb. Oui. Et même ce que nous venons de constater aujourd'hui, ça choque. Parce que il y a eu... le même président Macron, il est revenu sur la question à Ouagadougou, et je me permets de prendre sur ce point-là, parce que la réaction de M. Macron a été de dire, mais on parle de l'esclavage en Libye, et vous dites ce sont les autres. Et dites, citez-moi un Français passeur, citez-moi un Belge passeur. Mais je vais citer aujourd'hui l'Union européenne qui est le socle, le cerveau. Parce que vous avez rendu la Libye ingouvernable. Ce n'est plus un État. C'est un conglomérat de miliciens armés que vous avez armés. Qui est responsable donc de ce qui se passe? Pas Emmanuel Macron directement. Oui, mais c'est la France. C'est la France qui était au devant avec Sarkozy
Et puis, je veux citer M. Pierre-Henri Lévy, je crois que c'est son nom, si ma mémoire est juste, c'est intellectuel. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, autant pour moi, qui fait les grandes analyses. Il faut bombarder, il faut attaquer, il est dangereux. Ils avaient dit la même chose sur la Syrie. Bachar al-Assad. Ils avaient dit la même chose sur l'Irak. Évidemment, et c'est la même chose qu'ils ont dit sur la Côte d'Ivoire. Ah non, Laurent Gbagbo est dangereux. Il faut qu'on l'enlève dans 2 minutes, sinon c'est pas bon. Il a bombardé un marché. Tout ça, c'était un montage. On a vu, aujourd'hui, la CPI, c'est en direct, on voit. On voit très bien, et même des experts qui ne sont même pas africains, qui ne sont même pas ivoiriens, ils viennent dire, non mais attendez, le sang même qu'on a trouvé sur les personnes décédées, apparemment, ce n'est pas du sang humain. C'est pas moi, Boga, qui le dit. Ce sont des experts à la Cour pénale internationale. Cela veut dire quoi? Donc, il y a possibilité que ce fut un montage. Tout cela pour pouvoir dégommer le monsieur. Et c'est la même chose. Donc je reviens sur la question de Kadhafi. La réponse qu'il faut donner à M. Macron, nous ne sommes pas naïfs. On sait très bien que ce sont des compatriotes africains qui, en Libye, vendent leurs compatriotes parce qu'ils sont noirs, peut-être. Parce qu'ils sont sans armes. Ils sont livrés à eux-mêmes, peut-être. Là où on en veut à l'Occident, c'est que c'était qu'à donner quand même tous ces milliards à la Libye qui n'existe pas. Il n'y a pas un État. Un État qui n'existe pas. Vous avez donné des milliards pour dire freinez. Aux bandes. Donc freinez. Freinez, débrouillez-vous, mais bloquez-les. Mais dites-moi, vous qui êtes militant des droits de l'homme, envisagez-vous de déposer une plainte contre l'Union européenne pour ces faits? Ah oui, depuis que ça s'est produit, depuis que nos amis et frères qui sont en France ont manifesté et que le monde entier a pris conscience. On salue CNN, vos collègues de CNN qui nous ont... Écoutez, c'était vieux. Heureusement qu'il fallait qu'un média anglo-saxon arrive. Hein? Évidemment. Ça aurait été nous, les médias francophones. Ah non, mais jamais. Parce que les médias... Je prends ma part de responsabilité. Ah oui, parce que les médias francophones, que vous avez tous ces films-là, mais on ne les présente jamais. Parce qu'il y a une idéologie. Je vais faire ici mon mea culpa. Vous voyez une photo derrière vous, là? Oui, tout à fait. Le premier jeune homme que vous voyez, là, ici, c'est mon propre petit frère. C'est pas possible. C'est mon dernier petit frère, le Benjamin. Voilà. Qui a 33 ans. Voilà. J'ai reçu cette photo il y a plusieurs mois, mais j'étais abasourdi, j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Mais tu ne pouvais rien faire. Puisqu'en France, c'était proscrit, on ne doit pas en parler. L'Union européenne a envoyé de l'argent pour les bloquer. Donc, si vous en parlez, c'est comme si vous nous mettez en cause. C'est comme si on se faisait harakiri. Et comme les médias européens sont en complicité avec les dirigeants européens, avec l'Union européenne, c'est-à-dire c'est tout un système. Et ça nous montre très clairement. Hier, nous avons fait une conférence sous l'égide du COGEP de M. Charles Blé Goudet. Je suis venu d'Italie, j'ai participé à cette conférence-là avec des compatriotes là-bas. L'objet, c'était la CPI, ça suffit. Et on a eu un collègue qui a fait une belle analyse au plan communicationnel, sur la communication, comment est-ce qu'elle fonctionne, avec l'agence France Presse. Comment ça fonctionne? C'est une idéologie. Tout à fait. Et les médias participent de l'idéologie politique. On veut peut-être cet objectif, débrouillez-vous. Et c'est la même chose. Si les Occidentaux disent, ce président africain, on veut le descendre, et on va mettre les médias à sa trousse, on va mettre même des ONG des droits de l'homme. Parce que je suis bien placé pour vous le dire. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans la machine. J'ai été aux États-Unis, je sais comment tout le monde fonctionne. Quand on veut abattre, on met tout le système en jeu. Et on voit, oui, c'est un dictateur, oui, c'est un criminel. Et maintenant, les médias y participent. Je dis, j'ai été choqué. Je vous fais ce témoignage pour terminer sur cette question. Je me rendais aux États-Unis en 2014 à l'invitation des compatriotes africains et ivoiriens pour parler de la crise ivoirienne et de parler de l'Afrique, la question des droits de l'homme. Et dans l'avion, je rencontre une steward qui est donc une noire américaine, on échange et tout cela. Vous allez aux États-Unis, vous avez une conférence, c'est costume, cravate et tout ça. Ouais, vous êtes un politicien, non, je suis un militant des droits de l'homme. Je vais parler de l'Afrique où on a des présidents qui sont à la Cour pénale internationale. Il est à la CPI, mais c'est un criminel. Mais c'est que c'est dangereux. Donc, c'est-à-dire qu'on diabolise des gens. Et George Bush n'est pas un criminel. Non, il n'est pas criminel. George Bush n'est pas un criminel. Non, Sarkozy n'est pas un criminel. Lui qui allait détruire la Libye. Lui qui aujourd'hui fait que des Africains sont vendus. Donc, chers amis, pour recentrer le débat et pour conclure sur cette question, c'est que
la Déclaration universelle des droits de l'homme, bon, c'est devenu un peu pour nous une boussole, parce que c'est quand même une avancée notable sur la question des droits de l'homme. Les droits de l'homme existaient en Afrique, avant même que les Occidentaux ne théorisent la question. Parce que dans nos villages, nos chefs traditionnels, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas Harvard, mais dans nos tribus, dans nos villages, on arrive à rendre justice. On arrive, il y a des tribunaux, sous l'arbre à palabre, on rendait justice, et on sait le bien et le mal. Ce sont des vertus qui sont innées, qui sont naturelles à l'être humain. Et la France n'est pas le berceau des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont nés du côté de l'Angleterre, avec des gens comme John Locke. Je peux faire des cours sur les questions de droits de l'homme, mais les Français aiment bien s'approprier les choses. Depuis la Révolution française de 1789, et après qui a donné lieu au premier texte sur les droits de l'homme, ils pensent qu'ils sont les premiers, alors que c'est né depuis. Donc l'Afrique connaît les droits de l'homme. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme est une avancée notable. Et il y a des articles, l'article 1er, l'article 4 qui condamnent l'esclavage. Ce qui se passe dans ce pays au XXIe siècle, à notre époque, mais c'est une insulte pour toutes les intelligences. Si nous sommes humains, blancs, noirs, jaunes et tout, nous devons nous rendre compte que si des êtres humains sont vendus, c'est moi qui suis vendu. Peu importe la couleur de ma peau. Donc ce qui se passe en Libye nous intéresse. Mais qui est à la base? C'est l'Occident. Et il n'y a pas question de dire, oui, parce que il y a des noirs qui sont esclavagistes, mais il y a des blancs qui sont esclavagistes. Dans toutes les races, ça existe. Si ça existe aujourd'hui, qui a donné l'occasion? Je pense que l'Europe, ce qu'elle a fait en Libye, en tuant Kadhafi, certes, mais surtout en donnant de l'argent. L'OTAN, bien sûr, c'est pourquoi je parle de l'Europe. Et c'est que... L'OTAN, c'est pas que l'Europe. Oui, mais parce que comme l'Union, oui, tout à fait, tu as raison, avec l'Amérique et tout ça. C'est juste. C'est juste. Mais comme la Turquie... Oui, exactement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que l'Union européenne donne autant d'argent à un pays qui n'existe pas, et pour leur dire, bloquez, c'est vous donner carte blanche. Vous tuez, à la limite, éliminez-les, exterminez-les. Prenez même pas qu'ils arrivent en Europe. Parce que l'Europe est trop propre. Ils sont sales. Ils sont blacks. Ce sont des moins que rien. On va rebondir là-dessus. Oui. Attaquons le dernier point. Point sur cette partie-ci. Oui. Il y a un rapport du Parlement britannique, pondu il y a quelques semaines, 2 semaines par là, qui pointe clairement la responsabilité et la duperie de Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, sur l'assassinat de Muammar Kadhafi et la déstabilisation de la Libye. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce rapport-là? Bien sûr. Non seulement on a connaissance, mais on se demande même, finalement, M. Sarkozy qui est impliqué dans cette affaire. On a vu le fils de Muammar Kadhafi qui avait fait des reportages sur la question de la corruption, les milliards que son père avait remis à l'époque. Non, ça c'est l'argent, nous n'étions pas là. Moi je voulais juste savoir, sur la question maintenant, vous avez connaissance de ce rapport du Parlement britannique. Très bien. Qui pointe clairement les responsabilités de la duperie de Nicolas Sarkozy. Et même de Tony Blair aussi. Et de Tony Blair. Tout à fait. Est-ce que cela vous étonne qu'aucune justice occidentale ne demande à ces deux personnalités de s'exprimer? C'est-à-dire, nous sommes en train de... C'est-à-dire, on est en train de réfléchir, tout à fait. On est en train de réfléchir, par quel bout nous allons réussir à traduire ce Nicolas Sarkozy en justice. Parce que vous savez, ce que font les grandes puissances, en général, il y a une sorte de protectionnisme. Ben oui, ça protège. Il faut s'appeler Slobodan ou bien Gbagbo pour rapidement. Ouais. Sinon, à l'époque, il y a eu un mouvement, je parle même des Amnesty International, Human Rights, qui avait à l'époque demandé qu'un homme comme Bush soit traduit en justice. Pourquoi? Pour l'invasion de l'Irak. Jusqu'à aujourd'hui, non. Mais c'est un président américain. On ne peut pas se déshonorer en traduisant un président américain devant les tribunaux pénaux internationaux. C'est pas possible. C'est une grande puissance. Mais c'est la même chose pour Nicolas Sarkozy. À la limite, même si on ne peut pas le traduire à la Cour pénale internationale, mais au moins que la justice française, là, est-ce qu'on a besoin il n'y a pas de juges? La justice ici est indépendante. J'aurais aimé. Il s'est battu pour les intérêts de la France et de l'Europe, tu penses bien. Mais écoutez, maintenant avec tout ce que Mediapart révèle, avec tout ce qui se passe sur le CNN a révélé sur le cas de la Libye, où on se rend compte que ce n'est qu'une conséquence. D'accord. Est-ce que c'est pas parce que les Africains eux-mêmes ne font rien qu'ils ne sont pas encore devant les barreaux? Nicolas Sarkozy, Tony Blair et autres. Quelle organisation africaine a déposé une plainte contre ces personnes? Oui, de ce point de vue, je dois avouer. Est-ce qu'il suffit de parler pour que cela arrive? Non, il ne s'agit pas de parler. Par exemple, je sais que, par exemple, quand vous allez au Canada,
Je sais qu'on a des compatriotes qui ont porté une plainte contre M. Ouattara et tout, mais ça n'ira nulle part. Vous imaginez un peu, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, mon pays que je connais le plus. Au moins 3 plaintes portées contre un certain Guillaume Soro. Je vous donne un exemple concret. Je veux rester en France. Oui, tout à fait. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Je connais la France, je connais Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je peux te dire, pour dire simplement, si un petit pays comme la Côte d'Ivoire, un chef de rébellion, on porte des plaintes au Burkina, même ici en France, il a une plainte contre lui, est arrivé ici, on l'a rapidement expliqué. À plus forte raison, un ex-président français. Est-ce que vous doutez de la justice française? Il y a de quoi douter. Est-ce que vous doutez de la justice européenne? Mais il y a de quoi douter. Tu sais, c'est un complot général. Alors, commencez déjà par déposer une plainte contre ces personnes-là avant d'en douter après. Peut-être. Et de ce point de vue, je pense que quelque part, nous, les ONG africaines, je sais aussi qu'il y avait une mobilisation pour déposer une plainte globale. J'ai été contacté à l'époque. Je ne sais pas où en sont les choses. Alors, mais de ce point de vue, je dois assumer ma part de responsabilité pour dire quelque part que c'est vrai, on pense que ces gens sont tellement intouchables, ils sont tellement forts, que quelque part, on n'a pas les mêmes mécanismes. Est-ce que ce n'est pas l'esprit du colonisé qui vous empêche de prendre les devants certaines fois? Dites-nous les choses. Est-ce que ce n'est pas cet esprit de colonisé qui fait que vous n'allez jamais au bout parce qu'il s'agit de l'occidental? Oui, peut-être. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que quelque part, il y a en nous une certaine résignation. Oui, une certaine résignation. En nous disant, ce sont les mêmes. Oh, qu'est-ce que ça va donner? Ah bah oui, c'est cette expression que j'entends partout. Au Gabon, on dit, on va encore faire comment? Au Cameroun, on dit, on va faire comment? En Côte d'Ivoire, on va faire... Oui, ça va aller. Ça n'ira nulle part. Etc. Donc, je pense que quelque part... il y a des choses, non, je suis d'accord. Ça va aller. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que vous ne faites rien, mais vous bavardez. Non, c'est pas qu'on bavarde. Au moins, on dénonce. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, prenons le cas de la Coupe. Vous me dites que la Coupe pénale internationale, on parle. Au moins, Mediapart a révélé. Mais c'est que Mediapart a révélé. Puis après, on fait quoi? Après, on fait quoi? Non, Madame Bensouda a dit, bon, c'est comme Mediapart a dit, on va faire une enquête interne. Mes chers amis, dès l'instant où une institution internationale est mise en cause, il y a au moins quand même l'ONU, qui est quand même l'organe... C'est qui l'ONU? Non, mais attendez, je veux dire, c'est quand même l'organe international qui, quelque part, a milité pour que la Cour pénale internationale soit créée. À partir de là, le Conseil de sécurité peut dire... je vais vous dire tout de suite, on va me traiter de militant, je suis désolé. Oui. L'ONU, ce sont 5 pays qui se soutiennent et tout. Oui, tout à fait. Il faut arrêter de dire l'ONU. Bon, dites-moi, après on passera au dernier point. Oui. Vous pointiez tout à l'heure l'Occident en disant, quand on veut déposer un chef d'État africain, on dirige les médias sur lui, les ONG internationales et tout ça, oui. Est-ce que la passivité africaine ne contribue pas à cela, dans la mesure où les Africains financeraient difficilement un média? Oui. L'Afrique n'a pas de médias. Si je le dis, est-ce que vous allez me contredire? Je ne vous contredirai pas. Je ne te contredirai pas, cher ami. Je pense qu'il y a quand même des efforts qu'il faut. À l'époque, on avait eu... D'abord, c'était la chaîne de Télé Sud, un peu. Ah bon, c'était un média? Oh oui, enfin, je veux dire, je cite un peu ce qu'il y avait comme télévision. Hein. Et puis après, aujourd'hui, on parle un peu avec Africa 24. Et puis, il y avait aussi, comme chaîne de radio, Africa numéro 1. À l'époque, on avait pensé qu'il y avait... Mais non, là, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'on n'a pas un média fort pour notre continent. Ça n'existe pas. Et cela part de quoi? D'ailleurs, même il y a des pays qui sont enfermés avec une seule chaîne de télé nationale. Déjà, à partir de là, au plan interne, vous n'avez qu'un média national. Sur tous les plans, vous perdez la bataille. Mais évidemment. Sur le plan médiatique, l'Afrique n'a aucun média digne de ce nom-là. Oui. Je sais de quoi je parle. Non, mais je suis bien placé et je suis d'accord avec... Je vais le dire ici, chers téléspectateurs, vous n'avez pas idée du nombre de sollicitations d'hommes politiques africains que je reçois pour venir s'exprimer là. Parce que même s'il y avait un média... En attendant que l'on me tue, parce que... Non, on ne peut pas te tuer. Non, on ne peut pas te tuer, c'est pas possible. Mais il faut le dire, ça va arriver. Non, mais c'est tellement juste. L'analyse est pertinente. Si nous voulons... revendiquer la démocratie, si nous voulons vivre la démocratie, commençons dans nos États d'abord à avoir plusieurs médias et des médias libres. Il ne faut pas être embrigadé. Quand je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai mal. Même sous Laurent Gbagbo, on s'est battu, on a estimé on a pensé que, comme il était très ouvert, après la chaîne RTI, la radio-télévision ivoirienne, on pouvait avoir d'autres médias, il fallait libéraliser la presse. Aujourd'hui, M. Ouattara a libéralisé, mais il faut avoir au moins 20 milliards pour créer une autre télévision en dehors de la RTI. Donc ça veut dire que ce n'est même pas la peine de parler. C'est-à-dire que il vous bloque. Il dit c'est libéralisé, hein, mais c'est déjà 20 milliards.
Bah, pourtant, j'en connais plein. Je connais plein de pays où on peut créer une chaîne de télévision à base de rien. Mais oui. JMTV Plus existe, ce n'est que sur Internet, certes, mais oui, bon, mais ça existe. On regarde. Mais déjà ça. Donc c'est pour cela qu'il y a... Ouais, non, c'est pour dire que quelque part, il y a des verrous. Et même si on avait une chaîne continentale, au moins, on avait... Regardez, aujourd'hui, tout le monde ne respire que par les chaînes... Une chaîne continentale, franchement, commencez déjà par bien faire fonctionner Air Afrique avant de parler de chaîne de télévision continentale. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour dire que quelque part... Non, c'est pour dire que quelque part, nous sommes obligés. Et c'est pour cela qu'on est dirigé. Quand les médias, c'est-à-dire que les informations de nos propres pays, c'est à travers les médias étrangers qu'on les a. Et vous voulez vous en sortir. Et comment? Donc on est bloqué. Donc je suis d'accord avec ce point, hélas. Il y a beaucoup de choses à faire sur notre continent. Ben oui, beaucoup. Commencez par venir mettre l'argent dans JMTV+. Ouais. N'allez pas dans les soirées ou dans les églises mettre des millions alors que le besoin est ailleurs. Voilà, ouais. Je vous le dis. Je pousse un coup de gueule aux gens qui me ressemblent. Hein? Oui, mais je suis d'accord. Parce que les seuls qui me proposent de l'aide sont blancs de peau. Ouais. Vous, les Africains, vous êtes où? Ouais. Ouais. Vous êtes où? C'est juste... Bon.